Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la première conférence de l'année 2024. Aujourd'hui, ce soir, c'est une conférence un peu spéciale. On a deux animateurs, deux frères, qui sont venus tous les deux en milieu minoritaire et qui ont été chacun attirés par leur propre ACFAS régional. Donc, on a avec Jasmin l'ACFAS Saskatchewan et avec Paul l'ACFAS Toronto. Euh, Centre du sud de l'Ontario. Merci tous les deux. Les deux sont étudiants à la maîtrise en physique à l'Université de Guelph et à l'Université de la Saskatchewan. Ils vous présentent aujourd'hui une conférence sur le soleil. Merci beaucoup. OK, c'est bon pour le partage d'écran. Oui, c'est parfait. Vous êtes prêts en salle? On peut y aller. Merci d'être présent à cette conférence-là que je donne avec Paul, que je suis très content de donner avec Paul, et qui va porter sur le Soleil, sur la physique stellaire. Et ça va être un peu notre point de vue de physicien du Soleil. On va faire un peu d'histoire aussi, mais sans prétention, c'est pas notre domaine. Loin de là. OK, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Jasmin. Je suis à la maîtrise en physique des déplacement à l'Université de la Saskatchewan. Je suis arrivé en Saskatchewan du Québec à l'été 2022. Et depuis ce temps, je suis aussi impliqué un peu avec la crosse Saskatchewan. Ça se peut que vous ayez reçu des courriels de ma part. C'est moi le, qui s'occupe des courriels de la crosse Saskatchewan. Et ma maîtrise parle de l'accélération du plasma dans des champs électromagnétiques. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le plasma est un type de phase de la matière. Donc, généralement, on connaît la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. Si vous pensez à l'eau, on a la glace qui est solide, l'eau qui est liquide et la vapeur d'eau qui est gazeuse. On passe de l'un à l'autre en augmentant la température. Et grossièrement, c'est pas seulement en augmentant la température, mais on peut passer à un autre état de la matière en réchauffant un gaz qu'on appelle le plasma. La différence entre un gaz et un plasma, c'est similaire sous quelques aspects, mais le gaz est une phase de la matière qui est neutre. Si on zoome sur une particule dans le gaz, on voit que c'est constitué d'un noyau qui est chargé électriquement positivement, donc qui est constitué de protons positifs et de neutrons qui sont neutres. Et autour de ce noyau, il y a des électrons chargés négativement qui sont attirés par le noyau positif. Si on augmente la température, ce qu'on fait, c'est qu'on donne de l'énergie à ces électrons-là pour défaire leur liaison électrique avec le noyau. Et donc, ce qu'on trouve dans un plasma, c'est la même chose que dans un gaz, mais cette fois-ci, il va y avoir des charges positives et des charges négatives qui vont se promener dans ce gaz-là, qu'on appelle un plasma. Comme je l'ai dit, on peut augmenter la température pour obtenir un plasma. On peut aussi changer la pression, changer la densité du gaz pour obtenir un plasma. Et c'est peut-être flou un peu, c'est quoi un plasma? J'en ai des exemples ici. Un plasma, c'est très varié. C'est la matière visible qu'on voit le plus dans l'univers, pas seulement sur Terre, mais dans l'univers. Donc, un feu, un simple feu de bois, et du plasma. Donc, les flammes, c'est du gaz qui est réchauffé et donc qui devient du plasma. L'éclair, qui est seulement un courant électrique ou une décharge des nuages vers la Terre, ça ionise, donc les charges électriques des atomes se séparent. Et un éclair est une sorte de plasma. On retrouve aussi du plasma dans des grandes structures stellaires comme une nébuleuse qu'on voit ici. Ici, c'est les piliers de la création que ça s'appelle. Donc, s'il y en a qui connaissent cette structure,
Les aurores boréales qu'on voit souvent ici en Saskatchewan sont aussi une manifestation de ce plasma. Le Soleil, bien sûr, qui est le sujet de la conférence de ce soir, est une boule de plasma. Et il y a des applications aussi au plasma. Si on pense en dermatologie, en médecine, on peut soigner la peau avec du plasma. Et ici, on en a des tubes néons. Sans doute, peut-être que dans plusieurs places que vous connaissez, il y a des tubes néons qui fonctionnent avec le principe du plasma. Donc, c'est un peu un tour de table du plasma, pas un tour de table. Un aperçu de ce qu'est le plasma. Et je vais laisser la parole à toi. Salut, moi c'est Paul. Comme Jasmin, j'étudie la physique à la maîtrise à l'université de Guelph en Ontario. Guelph, c'est environ à 45-50 minutes à l'ouest de Toronto. Et comme Jasmin aussi, je suis impliqué dans mon ACFAS régionale, l'ACFAS Toronto dans ce cas-ci. Je suis impliqué dans le comité d'organisation de ma présence en 80 secondes. Mais je m'occupe d'autres choses, en particulier. L'ACFAS Toronto, c'est une nouvelle ACFAS régionale avec beaucoup d'universités. On est une quinzaine d'universités dans notre région. Et rejoindre les universités à l'extérieur du Grand Toronto est un défi. Et moi, en tant qu'étudiant dans l'université à l'extérieur du Grand Toronto, j'essaie de rejoindre les membres partout pour avoir plus de membres. On est une nouvelle ACFAS, donc on peut plus de membres. C'est un peu ça mon rôle cette année. Mon projet de recherche à maîtrise consiste à regarder ce qui se passe. Donc, quand une étoile meurt, ça fait un cadavre, ce qu'on appelle un cadavre stellaire. C'est pas une étoile, c'est une étoile morte. Et moi, avec mon projet de maîtrise, j'essaie de m'intéresser à la matière qui se trouve dans ce type d'étoile. Donc, OK, on va commencer avec un peu d'histoire. On va commencer avec le Soleil dans l'histoire et dans différentes cultures. Pas toutes, bien sûr, mais dans différentes cultures marquantes dans l'histoire. Si on commence en Égypte, le Soleil, peut-être que vous le savez, était très important en Égypte. Il y avait une divinité qu'on appelle Amon-Ra, je ne suis pas trop sûr de la prononciation, mais qui était la principale divinité de la mythologie égyptienne, qui était considéré comme le créateur du cosmos, rien de moins, et qui était principalement vénéré à Luxor, qui est en Égypte, et dans le temple de Karnak, qui est de Luxor, qui lui était complètement dédié. Si on descend un peu au Bénin, dans la culture Dahomey, ici, on n'a pas seulement un dieu, mais une diade de dieux. Donc, le dieu Mawu Lisa. Mawu, c'est la partie féminine qui représente la lune. Lisa, c'est son frère masculin qui représente le soleil. Cette divinité-là était associée, peut-être qu'il est associé encore, je ne sais pas si ce culte-là existe encore, parce que c'était le culte vaudou qui est encore pratiqué dans certains endroits au monde. Cette divinité-là est associée à la capacité de donner la vie, donc c'est une force créatrice. Donc là, ça va être un défi de dire son nom, mais dans la mythologie aztèque, il y avait Huitzilopochtli, qui était le dieu de la guerre et du soleil, son nom peut être traduit par colibri de la gauche ou colibri du sud. Donc, quand on pense au sud, quand on est dans l'hémisphère nord, on pense au méridien sur lequel est le soleil. Donc, il est associé au soleil et il était principalement vénéré à Tenochtitlan, qui est actuellement Mexico, la capitale aztèque. Dans l'Empire romain, on avait plusieurs divinités associées au soleil, mais une de celles que je voulais présenter, c'était Sol Invictus. Si on traduit en français, c'est le soleil invaincu. Je sais, je suis bon à latin. Qui est une manifestation du soleil en tant que force invincible. Et, comme par hasard, il est célébré
le 25 décembre, qui est le solstice d'hiver dans le calendrier julien. 25 décembre, peut-être que ça vous donne une idée d'une personne que la religion chrétienne a pu s'inspirer de. Et peut-être que ça peut être une inspiration de Jésus-Christ. Et finalement, j'ai essayé de chercher quelque chose d'un peu plus local. J'ai essayé de regarder les peuples ici, les premiers peuples en Saskatchewan. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Je ne suis pas un historien, donc je vous admire les personnes en histoire qui font des recherches. L'information est beaucoup plus difficile à trouver en physique sur Internet. Mais c'est chez les Quaqua Keewak sur la côte ouest. En haut à gauche, en à droite, vous avez le territoire de ce peuple. Le soleil serait un homme descendu des cieux pour devenir l'ancêtre fondateur de plusieurs clans Quaqua Keewak. Et cet homme habite le monde de là-haut, le ciel, et le traverserait d'est en ouest chaque jour, comme le soleil fait, passe d'est en ouest à chaque jour. Les premières traces qu'on retrouve d'une tentative d'explication plus scientifique de ce qu'est le Soleil remontent à la Grèce antique avec Anaxagore de Clazomène en 500 avant Jésus-Christ. C'est le monsieur que vous voyez ici. Anaxagore, contrairement à la croyance populaire qui disait que le Soleil était le chariot d'Hélios, le dieu du Soleil, que vous voyez ici, le chariot d'Hélios tiré par les chevaux ailés. Anaxagore a dit que le Soleil était seulement une boule de feu qui brillait dans le cosmos, comme toutes les étoiles qu'on voyait, comme la Lune. En contredisant la religion, Anaxagore s'est pas seulement fait des amis et il a été condamné pour ça. Il a ensuite été libéré. Mais c'est pas le premier à être condamné pour. C'est pas le dernier à être condamné pour contredire la religion. Et Anaxagore donc disait que le Soleil était une grosse boule de feu qui brûlait dans le ciel, une boule de feu qui avait une taille supérieure au Péloponnèse, à la région en rouge que vous voyez sur la carte. Où est-ce que je pense que la ville de Sparte se trouvait dans la région du Péloponnèse, donc le Soleil était une boule de feu un peu plus grande que le Péloponnèse. Anaxagore est aussi responsable d'autres tentatives d'explication, et même c'est lui un des premiers qui a réussi à prédire comment étaient formées les phases de la Lune avec l'interaction entre la Lune, le Soleil et la Terre. Il faut attendre la Renaissance pour voir des explications, d'autres explications scientifiques sur ce qu'est le Soleil, avec Nicolas Copernic, un prêtre polonais. Copernic disait que le Soleil était au centre de l'univers, contrairement à la croyance populaire qui disait que la Terre est au centre de l'univers et tout tournait autour de la Terre. La religion, encore une fois, la religion catholique n'a pas aimé ça, et Copernic s'est rétracté. Et 100 ans plus tard, Galilée, lui, un des premiers à utiliser le télescope pour observer les astres, a regardé le Soleil et a vu des taches un peu sombres sur le Soleil, des taches sombres comme celles sur l'image du bas. Et ça a amené une preuve, en quelque sorte, que le Soleil n'était pas parfait, la nature n'est pas parfaite. Galilée s'est fait des ennemis avec ça. Pas seulement avec ça, il était aussi partisan de la théorie qui disait que la Terre tourne autour du Soleil. Mais c'était pas, dans ce temps-là, c'était pas bien vu d'amener de nouvelles théories. Des observations plus poussées ont été faites par la suite. Par exemple, avec Joseph Fraunhofer, qui a observé le spectre du Soleil. Donc, si on a la lumière du Soleil qui nous arrive, on essaie de décomposer cette lumière avec un prisme. On peut avoir un spectre comme celui-ci. Et avec ce spectre, si on l'analyse bien, on peut avoir la composition du Soleil de tous les éléments qui se trouvent dans le Soleil. Fraunhofer a fait ça
Et il a découvert qu'il y avait environ 74%, le Soleil était composé environ à 74% d'hydrogène, 25% d'hélium et 1% d'autres éléments. Et à ce point-ci, on avait toutes les observations et il fallait développer une théorie qui nous permettait d'expliquer toutes ces observations. J'en ai dénoté trois observations qu'il faut expliquer avec la théorie. La première observation, c'est qu'il y a des planètes autour du Soleil. Là, on se demande comment ces planètes sont arrivées là. Est-ce que tout s'est créé en même temps? Est-ce que les planètes se sont créées après le Soleil? C'est une question à laquelle il faut répondre. Deuxième observation, le Soleil produit de l'énergie. On reçoit de la lumière qui provient du Soleil. On peut utiliser cette énergie-là pour produire de l'électricité avec des panneaux solaires. Comment cette énergie-là est-elle produite? Et aussi, on voit que la composition du Soleil est variée. Qu'est-ce qui permet au Soleil de faire tout ça? Qu'est-ce qui permet d'observer tout ça? Il faut trouver une théorie qui explique. Et donc, une théorie qui a été proposée est celle de la nébuleuse solaire. C'est la théorie généralement admise aujourd'hui. Et toutes les observations pointent dans le sens de cette théorie. Donc, l'histoire du Soleil commence 1 milliard d'années avant sa création. Donc, 1 avec 9 zéros à la suite. Les unités, les échelles de grandeur en astronomie, c'est vraiment quelque chose de plus grand que ce qu'on a l'habitude sur Terre. Donc, 1 milliard d'années avant sa création, avant la création du Soleil, on avait un gros nuage de gaz, comme celui-ci. Un nuage de gaz qu'on appelle nébuleuse. Et ce gaz était principalement composé d'hélium. D'hydrogène. Pourquoi de l'hydrogène? Parce que c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Donc, un gros nuage d'hydrogène. Pas seulement d'hydrogène, aussi d'autres éléments, mais principalement d'hydrogène. Et ce nuage-là s'est contracté avec le temps sous l'effet de la gravité qui a fait contracter le nuage. Et donc, le nuage s'est contracté, des régions plus denses sont apparues, comme les 8 points que vous voyez ici, et ces régions-là étaient les étoiles qui allaient se former. Et notre Soleil était l'une de ces régions. Donc, 50 millions d'années avant la création du Soleil, on a eu la création d'une partie du nuage pour former une proto-étoile. Et le Soleil, finalement, s'est créé avec un disque protoplanétaire, encore une fois, qui provenait du nuage. En son centre, notre système solaire ressemblait à ça ici. C'est pas une photo de notre système solaire, c'est une photo d'un autre système solaire, mais on assume que notre système solaire ressemblait à ça ici. Donc, avec le Soleil au centre, mais aussi un vaste nuage autour. Et même, on peut voir la formation des planètes avec les anneaux autour. Donc, le Soleil est né. Il faut attendre 10 millions d'années pour voir l'apparition des planètes gazeuses, pour voir la formation finale des planètes gazeuses. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et 100 millions d'années pour voir la création des planètes rocheuses avec Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et 50 millions d'années après la création du Soleil, il y a un nouveau phénomène qui se passe. À ce moment-là, la gravité a continué son travail et ce qu'on avait, notre proto-soleil,
est maintenant une vraie étoile, tout s'est contracté ensemble, ce qui fait que le cœur de notre étoile est très chaud. La pression est très grande. Si on pense à ici sur Terre, quand on descend vers le centre de la Terre dans les océans, la pression augmente. C'est quelque chose de similaire qu'on a ici dans le Soleil. Plus on va vers le centre du Soleil, plus ça devient, plus la pression augmente. Donc, le cœur du Soleil est très dense, très chaud, à 50 millions d'années après sa création, et composé majoritairement d'hydrogène. L'hydrogène, c'est un élément qui contient une seule particule positive dans son noyau, un seul proton dans son noyau. Donc, si on zoome, c'est quelque chose qui ressemblerait à ça. C'est une vue un peu cartoonesque, mais c'est quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc, plusieurs noyaux d'hydrogène, plusieurs protons. La température est très chaude, donc les protons ont une grande énergie. Mais c'est tous des protons, tous des particules positives. Et quand on a deux particules positives, d'habitude, elles se repoussent. Mais puisque les particules ont beaucoup d'énergie parce qu'il fait très chaud, ben les particules vont la barrière qui se trouve entre les particules du fait qu'elles se repoussent va disparaître, pas disparaître, mais va être dépassée et on va être capable de fusionner deux protons ensemble. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Et la fusion nucléaire, dans le Soleil, débute 50 millions d'années après sa création. La fusion nucléaire qui se passe dans le Soleil, il y a plusieurs réactions, mais je vais vous présenter un type de réaction ici, la chaîne proton-proton. Donc, vous partez avec 6 protons, 6 noyaux d'hydrogène, et vous les faites fusionner ensemble. Et au sortir de la réaction, vous avez 2 protons, un noyau d'hélium. L'hélium, c'est un élément un peu plus lourd que l'hydrogène. Vous avez 2 électrons, 2 neutrinos et 2 photons. Les neutrinos, c'est un autre type de particules élémentaires. Les photons, c'est la même chose, mais les 2 photons, c'est des particules de lumière. Et on a toutes ces particules-là impliquées dans la réaction. Et si on fait le compte si on pèse toutes les particules avant la réaction et toutes les particules après la réaction, on se rend compte que les deux masses ne sont pas les mêmes. La masse avant la réaction est plus grande que la masse après la réaction. Qu'est-ce qui se passe ici? On peut utiliser l'équation d'équivalence entre l'énergie et la masse. E est égal à mc2, l'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Donc, on peut transférer de la masse qu'on avait avant est devenue de l'énergie. La différence de masse entre après et avant est devenue de l'énergie. Et cette énergie-là est transférée en partie aux photons. Et c'est ces photons-là qu'on va obtenir sur Terre qui vont nous permettre d'obtenir de l'énergie sur Terre. Donc, en résumé, on prend un élément, un noyau d'éléments léger, et on fusionne plusieurs de ces noyaux-là pour obtenir un élément un peu plus lourd, l'hélium. Et c'est avec cette énergie-là que la vie va se développer sur Terre 800 millions d'années après la création du Soleil. Les premières cellules qu'on voit apparaître sur Terre, bien que très simples, requièrent de l'énergie pour être créées. Elles ne peuvent pas être créées sans apport d'énergie. Une cellule, c'est trop complexe pour exister tout seul dans la nature, ça prend un apport d'énergie, et cette énergie-là vient des photons du Soleil. Donc, on a les premières cellules, et beaucoup plus tard, on va apparaître les plantes, les animaux, jusqu'à nous, les humains, aujourd'hui.
4,6 milliards d'années après la création du Soleil, c'est nous. Et ça, c'est le Soleil. Le Soleil est une grosse boule de plasma qui flotte dans l'espace et avec des planètes qui orbitent autour. C'est une vue ça, c'est une vue à l'échelle du Soleil et des planètes. On a le Soleil qui est 330 000 fois plus massif que la Terre. Donc, la Terre, c'est le petit point que vous voyez ici. Donc, très petit par rapport au Soleil. Et même Jupiter, la plus grosse planète qu'on voit, celle-ci. Celle-ci. Jupiter est 320 fois plus massif que la Terre, mais même Jupiter est très petite en comparaison avec le Soleil. Donc, c'est la situation aujourd'hui. Il va falloir attendre. Lorsque le Soleil va être âgé de 10 milliards d'années, on va entrer dans une nouvelle ère du système solaire. À ce moment-là, tout l'hydrogène, tous les protons qui se trouvaient dans le noyau du Soleil vont avoir été brûlés, vont avoir fusionné, et on va seulement trouver des noyaux d'hélium dans le Soleil. Et à ce moment-là, il va y avoir quelque chose d'autre qui va se passer. Un noyau d'hélium contient 2 protons. C'est les points noirs que vous voyez, ce sont 2 protons. Puisqu'on a 2 protons d'un noyau d'hélium, il va falloir fusionner deux héliums ensemble. Donc, un noyau avec 2 protons avec un autre noyau avec 2 protons. La fusion va demander encore plus une température encore plus grande et une pression encore plus grande pour avoir lieu. Et pour que la réaction ait lieu, il va falloir que le cœur de l'étoile se comprime. Et c'est ce qui va arriver. Le cœur de l'étoile va se comprimer et par un effet miroir, les couches externes vont s'étirer. Et donc, on va observer ce qu'on appelle une géante rouge. La taille du Soleil va énormément augmenter, tandis que son cœur va diminuer en taille. Et donc, ça, c'est une vue de ce que le Soleil va avoir l'air dans 10 milliards d'années. Aujourd'hui, le Soleil ressemble à ça. Dans 10 milliards d'années, il va considérablement s'agrandir. Le rayon du Soleil va être 20 fois plus gros dans 10 milliards d'années. Et si on pense à ce que ça représente, ben, on a le Soleil aujourd'hui et on a aussi la Terre. 200. Ouais, 200 fois. Merci, Josine. Donc, on a le Soleil aujourd'hui avec la Terre qui orbite autour. Dans 10 milliards d'années, le Soleil va être rendu tellement gros que la surface du Soleil va être au niveau de la Terre. Donc, dans 10 milliards non, dans 5,6 milliards d'années, ça ne va pas bien se passer pour la Terre. Et 2 milliards d'années plus tard, 12 milliards d'années après la création du Soleil, on va observer une nébuleuse planétaire. Ici, donc, ce qui se passe, c'est que le cœur de l'étoile va rester, mais toutes les couches externes vont s'évaporer. Et le cœur de l'étoile va devenir, comme l'image que vous voyez à droite, une naine blanche. Et cette naine blanche-là va émettre encore une fois de la lumière qu'on va pouvoir détecter pendant plusieurs milliards d'années. Et à la fin de la vie du Soleil, la naine blanche va arrêter d'émettre de la lumière, va devenir une naine noire et va disparaître. Et ça va être la mort du Soleil. Merci, Paul. Là, Paul a parlé de l'évolution stellaire, qui est quelque chose qui nous affecte, mais qui est un peu plus abstrait, disons.
je vais parler de quelque chose qui nous affecte plus, les vents solaires, et qui est aussi un peu plus en rapport avec mon champ de recherche. Avec un peu de théorie préalable à la compréhension des vents solaires. En électromagnétisme, qui est la contraction d'une même force qui est l'électromagnétisme, qui est l'électricité et le magnétisme, on a ce qu'on appelle des champs, le champ électrique et le champ magnétique. Les champs, c'est quelque chose qui est utilisé en physique et en mathématiques pour décrire l'espace et comment les corps dans l'espace affectent l'espace, mais pas seulement les corps, mais c'est un outil mathématique. Ça fait que c'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est seulement un outil mathématique. Et en électromagnétisme, il y a deux principaux champs vectoriels qu'on voit, deux principaux champs qu'on voit. Il y a le champ électrique et le champ magnétique. Le champ électrique, ça affecte des charges électriques, donc on pense aux électrons, aux protons. Sont affectés par le champ électrique. Donc, par exemple, disons qu'on met un électron sur une ligne de champ magnétique, de champ électrique, désolé, ben, il va suivre la ligne de champ jusqu'à la charge positive la plus proche. Donc, les charges de même signe, électron-électron, proton-proton, vont se repousser, tandis que les charges de signe opposé, proton-proton, électron-électron, vont, proton-électron, ouais, il y a tout ça comme combinaison, vont s'attirer. Ouais, là, je parle d'électrons, de protons. Il n'y a pas seulement ces particules-là qui ont des charges électriques, mais pour l'histoire ici, ça va être seulement celle-là. Pour la présentation ici, ça va être seulement celle-là. Le champ magnétique est quelque chose de semblable au champ électrique. On va découvrir qu'ils sont reliés plus tard, ces deux champs-là, mais c'est pas le même concept, mais c'est semblable. À la place d'être des charges qui produisent ces champs, ce sont des dipôles, ce qu'on appelle des dipôles magnétiques, ou ça peut être des pôles d'ordre supérieur, mais restons aux dipôles, des dipôles qu'on peut communément appeler aussi des aimants, donc avec un pôle sud, un pôle nord, et le champ va aller du pôle nord au pôle sud. Et c'est un champ magnétique. Le courant électrique, c'est la dernière chose qu'on a besoin de voir pour l'électromagnétisme, c'est seulement un déplacement de charge. Donc, dès qu'il y a un déplacement de charge, il y a un courant électrique. Donc, dans nos fils électriques, on peut voir ça comme seulement des électrons qui se déplacent. Avec une. Ouais, il y a quelque chose dans le fil électrique qui fait que les électrons se déplacent. Et le mouvement d'une particule dans un de ces deux champs-là, donc je l'ai dit, dans un champ électrique, la particule fait seulement suivre les lignes de champ. Dans un champ magnétique, c'est un peu plus complexe que ça. À gauche, vous avez l'équation de la force de Lorentz, qui est la force qui décrit les interactions avec le champ électrique et le champ magnétique. Pour la partie de gauche, seulement avec le E, qui est le champ électrique, ben, on ne s'intéresse pas tant à ça pour le moment. C'est un peu plus facile à expliquer. C'est juste que la particule va suivre les lignes de ce champ-là. Pour le champ magnétique, quand il y a un champ magnétique, si la particule a une vitesse, la particule va s'enrouler autour de la ligne de champ magnétique. Donc, sur l'animation à droite, vous avez la ligne de champ magnétique qui est en orange, et la particule va s'enrouler ou va faire un mouvement d'hélice autour de la ligne de champ magnétique. Et si le champ magnétique est très intense, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle un confoulement. Ça veut dire que la particule électrique va suivre les lignes de champ magnétique. Mais pas de la même façon que le champ électrique qui va avoir, ça va tourner autour, tandis que pour le champ électrique, ça va juste suivre, la particule va juste suivre. Bref. Différence entre champ magnétique et champ électrique, il y a un mouvement différent, mais on peut contrôler les particules avec les deux champs. Les particules chargées électriques. Et finalement, avant de parler des vents solaires, je veux juste parler des équations de l'électromagnétisme. Ça va
pas, suivez-moi là-dessus, mais ça va pas. Je vais essayer de vous faire. Donc, les équations de l'électromagnétisme ont été développées par différents physiciens au cours du 19e siècle et ont été mises en commun par le physicien écossais Maxwell dans les années 1860. Il a développé ce qu'on appelle aujourd'hui les équations de Maxwell. Et deux de ces équations-là nous intéressent. C'est les deux en bas, donc l'équation de Lenz et l'équation d'Ampère, qui nous dit qu'il y a une relation qui existe entre le champ électrique E et le champ magnétique B. Donc, à partir d'un champ électrique, on peut créer un champ magnétique, et à partir du champ magnétique, on peut créer un champ électrique. Et également, avec du courant J ici, on peut créer un champ magnétique, comme le démontre l'explication de l'image à droite. OK, sachant tout cela, on sait que dans un soleil, il y a des charges électriques qui sont. On sait que les charges électriques sont poussées par la fusion nucléaire, par la force de pression créée par la fusion nucléaire qui est au centre de l'étoile, comme Paul l'a dit. Les particules vont être poussées vers l'extérieur du noyau et vont vont être en mouvement. Si vous vous rappelez un peu de ce que j'ai dit, une particule en mouvement, c'est un courant électrique. Et un courant électrique, si vous vous souvenez, ça forme un champ magnétique. Donc, le déplacement des électrons ou des particules chargées dans le Soleil va créer un champ magnétique dans le Soleil, qui est ici dénoté par les lignes bleues. Le Soleil va avoir un champ magnétique, un peu comme le champ magnétique de la Terre est créé dans son noyau avec du métal en fusion dans le noyau de la Terre qui fait un courant et qui fait un champ magnétique. Il va avoir un champ magnétique pour le Soleil. Et il y a aussi, le Soleil est en rotation et il y a un théorème en physique qui s'appelle le théorème d'Alfvén qui dit que lorsque le champ magnétique est intense comparé à la friction, il peut avoir ce qu'on appelle une condition de, en français, je pense que c'est une condition de gel des lignes de champ magnétique dans le plasma. Donc, si le plasma tourne autour de l'étoile, si l'étoile tourne, le plasma va tourner avec l'étoile, et les lignes de champ magnétique vont tourner avec le plasma. Et les lignes de champ magnétique vont tourner, vont se contracter jusqu'à former des anneaux, comme vous pouvez voir à la dernière image ici. Fait que le champ magnétique commence relativement droit, il va tourner et produire des anneaux dans le sens de rotation du Soleil. Mais vous vous rappelez que le plasma continue à pousser, il reste de la pression dans le Soleil qui continue à pousser le plasma. Mais cette pression-là va faire des petits pics en dehors du Soleil. Et ces petits pics-là, c'est ce qu'on appelle des boucles coronales. Les boucles coronales, on les connaît de vue sur Terre. C'est formé, c'est son entrée et son entrée et sa sortie. Donc, quand ça sort de l'atmosphère stellaire et ça rentre dans l'atmosphère stellaire, c'est les taches noires qu'on voit sur le Soleil. C'est les taches solaires. Donc, les taches solaires sur l'image de gauche sont toutes celles encerclées en vert ici. C'est des taches noires où le champ magnétique est plus intense que dans le reste de l'étoile. Et ça peut faire des motifs très variés, comme un bonhomme sourire qui a été capturé, dont l'image a été capturée à l'automne 2022. Et ces taches-là sont formées d'une partie plus sombre, qui est l'ombre, et d'une partie un peu moins sombre, qui est la pénombre. L'image de gauche, peut-être que vous voyez un peu moins bien, mais c'est juste pour dire que ces taches-là, c'est les endroits où le champ magnétique est plus intense, où est-ce que le champ magnétique sort de l'étoile et rentre dans l'étoile. Et ça forme des boucles coronales qui peuvent atteindre des dimensions vraiment gigantesques. Ici, il y a une comparaison avec la taille de la Terre.
on pourrait entrer 5 à 6 fois la Terre dans une de ces boucles coronales-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment gros par rapport à la Terre, par rapport aux dimensions qu'on connaît, par rapport au Soleil. Bon, c'est relativement gros, mais ça va. Et puis, oui, c'est ça. Vu qu'il y a du champ magnétique qui sort, rappelez-vous la condition de jet que j'ai parlé tantôt, le champ magnétique est gelé avec le plasma. Donc, quand le champ magnétique sort quelque part, le plasma va également sortir avec lui. Et c'est pour ça qu'on voit la ligne de champ. C'est juste du plasma qui suit la ligne de champ magnétique. OK, maintenant, on a les boucles coronales dans la couronne du Soleil. Et il va y avoir un phénomène qui se produit qu'on appelle reconnexion magnétique. La reconnexion magnétique, grossièrement, c'est ce qui se passe sur l'image de gauche. C'est quand on approche deux lignes de champ magnétique, ils vont se fusionner ensemble et deux nouvelles lignes de champ vont partir chacune de leur bord. C'est ce qui se passe dans le contexte des couronnes solaires, des boucles coronales, qui est un peu une vue d'artiste à droite. La boucle coronale va être attirée, les deux brins de la boucle vont être attirés, vont se fusionner et il va y avoir un rejet de plasma qu'on voit ici. Et je vais laisser un peu l'animation un peu rouler. Je ne sais pas si vous voyez tous, il y a une éjection de plasma qui se fait à un moment donné. Et cette éjection de plasma, c'est ce qu'on appelle les vents solaires. Donc, les vents solaires, c'est constitué de plasma. On va dire que c'est principalement composé de particules chargées qui voyagent à des vitesses bien plus grandes que la vitesse supersonique. Vitesse supersonique, pour vous donner une idée, dans l'air, c'est de 330 mètres par seconde. Mais ici, c'est beaucoup plus. Et ce vent solaire-là va se diriger vers la Terre et va avoir des interactions avec le champ magnétique de la Terre. Heureusement que le champ magnétique est là, d'ailleurs, parce que le vent solaire, qui est un plasma très chaud, si on le reçoit ici sur Terre, c'est vraiment dangereux pour nous. Donc, le champ magnétique de la Terre est là pour nous protéger, il est créé par le noyau de la Terre, et il est là pas seulement pour nous. Je pense qu'il ne s'intéresse pas vraiment à nous, mais il nous protège. Et les interactions du champ magnétique avec le vent solaire vont amener à la création des aurores boréales. Donc, il va suivre les lignes de champ. Je vous ai dit tantôt que quand une particule chargée électriquement interagit avec un champ magnétique, elle va, dépendamment de la force du champ magnétique, elle va suivre le champ magnétique en tournoyant autour. Et puisque le champ magnétique est son part infini au pôle de la Terre, c'est pour ça qu'on va avoir la présence d'aurores boréales au pôle. Aurore boréale au pôle nord, aurore australe au pôle sud. Ici à Saskatoon, c'est des aurores boréales. Juste pour vous dire comment sont créées les aurores boréales ou les aurores polaires, il faut un peu faire un détour par la structure électronique de l'atome. Donc, un atome est composé d'un noyau, la grosse boule que vous voyez au centre rouge, et autour du noyau, il y a des électrons qui orbitent, des particules chargées électriquement, négativement. Et si on zoome un peu sur la partie en rouge, on voit que il y a plusieurs niveaux d'énergie. Donc, à droite, vous avez les énergies. Et plus le niveau est bas, plus l'électron est lié fortement avec le noyau. Donc, plus il y a une grosse énergie qui le retient dans le noyau, qui le retient près du noyau. Les particules du vent solaire, quand elles vont collisionner les particules dans l'atmosphère, elles vont donner de l'énergie aux électrons pour qu'ils changent de couche. Donc,
par exemple, il y a un ion qui arrive, une particule qui arrive, et les particules sont au niveau 1, ça va lui donner assez d'énergie pour aller au niveau 2. Là, les deux particules vont rester là, la particule de vent solaire va rester là, mais un électron qui est sur une couche électrique plus haute est instable. Donc, la nature cherche toujours à faire le moins d'efforts possible ou à avoir le moins d'énergie, à avoir un niveau énergétiquement plus bas. Et ce qui va arriver, c'est que l'électron qui est sur la deuxième couche électronique va revenir sur la première couche électronique et va donc perdre de l'énergie. Et cette énergie-là, elle va produire ici notre ami le photon, la particule de lumière. Et la particule de lumière, c'est ce qu'on voit quand il y a des aurores boréales. Donc, les aurores boréales, c'est un électron qui a été frappé par une particule de vent solaire et qui se désexcite d'une couche électronique plus élevée. Et c'est aussi ce qui explique les différentes couleurs du vent solaire. Donc, on peut connaître un peu la composition de l'atmosphère, où dépendamment des couches, il y a différentes couleurs, mais par exemple, vert, c'est seulement de l'oxygène, bleu, c'est du diazote, rouge, c'est les deux en même temps. Et vous ne serez pas étonné d'apprendre que l'atmosphère terrestre est composée majoritairement de diazote, N2, et d'oxygène. Donc, c'est pas pour rien qu'on a ces couleurs-là dans les aurores boréales. Et les aurores boréales, c'est bien beau. On aime ça quand il y en a. Moi-même, j'aime ça en photographier des fois, mais s'il y a des tempêtes magnétiques, c'est des vents solaires qui ont une intensité très élevée, ça peut avoir des conséquences plutôt mauvaises pour la Terre et pour les technologies sur la Terre. Ici, le tableau de gauche en présente quelques-unes. Donc, il peut avoir des dommages aux satellites, il peut avoir des problèmes dans les communications. Donc, par exemple, les radios peuvent avoir des problèmes de communication. Oui, tout ce qui est radio, tout ce qui est ondes sur la Terre, tout ce qui est courant électrique transmis peut subir des problèmes. Et il y a aussi des coûts élevés qui sont associés aux tempêtes magnétiques. Et donc, en conclusion, c'était un peu un résumé de ce que Jasmin fait comme travaux de recherche avec la physique des plasmas. La physique des plasmas qui est bonne à la fois pour expliquer ce qu'il y a dans le Soleil, c'est du plasma qui est dans le Soleil, mais aussi les interactions du Soleil avec la Terre, avec les aurores boréales. Et mon projet de recherche qui est plus qui met la lumière sur l'évolution des étoiles, qu'est-ce qu'une étoile et qu'est-ce qui arrive quand elle meurt. Et donc, de mon côté, ce qui est important de retenir, c'est que le Soleil, c'est seulement une étoile. Et on a des milliards d'étoiles qui sont similaires dans l'univers. Donc, on a ces phénomènes-là qui se produisent partout dans l'univers. C'est pas juste ici sur Terre, notre Soleil n'est pas unique, on n'est pas spécial. Ces phénomènes-là se produisent partout dans l'univers. Et c'est intéressant d'étudier ça parce que pour mieux comprendre l'univers qui nous entoure, c'est ça la physique. Et le Soleil est un bon terrain de jeu pour étudier la physique. Et merci d'être venu à notre présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Est-ce qu'on pourrait voir ceux qui sont en ligne maintenant? Oui. Moi, je n'ai pas une question, mais je vous remercie parce que je n'ai pas étudié la physique et ça me permet d'avoir une idée plus concrète de ce qui se passe, parce que la physique, c'est un peu comme un langage
hébraïque là. Mais merci aussi pour avoir en fait parlé de mythologie, d'histoire. Moi qui suis littéraire, ça me ramène un petit peu à des contes mythologiques, des fables mythologiques. Mais c'était très intéressant. Puis j'ai une idée un peu plus concrète et précise de ce qui se passe avec les vents solaires et les champs magnétiques, mais je ne suis pas apte à poser des questions intelligentes. C'est toujours des questions intelligentes. Oui. Merci d'être venu. Merci, Stella. Moi, j'ai une question un peu plus technique. Moi, je suis physicien, donc c'est mon domaine. Paul, ta slide sur la fin du Soleil, est-ce que tu pourrais remettre Ah oui. Ah oui. Allez. L'évolution stellaire. Oui, oui. Donc, tu termines avec le Soleil, il se transforme en naine blanche, et puis après, il va se refroidir en naine noire, et puis il va s'évaporer. Le Soleil va être rendu une naine noire. Donc, c'est une naine blanche qui ne brille plus. Il n'y a plus de réaction nucléaire en son centre. Okay. Donc, j'ai une petite question. Alors, s'il n'y a plus de réaction nucléaire en ce centre, théoriquement, il n'y a plus rien qui peut équilibrer la pression. Donc, elle va s'effondrer, se transformer en étoile à neutrons. Mais pour le Soleil, ce n'est pas possible. Pourquoi? Le Soleil n'est pas assez massif pour devenir une étoile à neutrons. Il n'y a pas assez de matière dans le Soleil pour devenir une étoile à neutrons. Il n'y a pas assez de matière. Il y a assez de matière pour devenir une naine blanche. Le Soleil va s'évaporer dû à l'effet des autres étoiles et des autres corps environnant le Soleil. Le Soleil n'est pas tout seul, il y a plusieurs voisins et il va continuer dans le futur d'avoir plusieurs voisins. Donc, le Soleil va s'évaporer parce que les autres voisins vont avoir une force de gravité qui va agir sur le Soleil et vont attirer la matière du Soleil vers eux. Puis même, ce phénomène-là a permis la création du Soleil. Avant que le Soleil se forme, il y avait d'autres étoiles qui sont apparues et sont mortes. Et par les mêmes phénomènes, il y a des noyaux d'hydrogène, d'hélium, mais aussi des noyaux plus lourds qui ont été attirés vers le nuage qui a formé le Soleil plus tard. C'est quoi les échelles de temps pour qu'une naine blanche se transforme en diamant? C'est l'échelle que tu vois ici, donc 1 million de milliards d'années. D'accord. Donc, il n'y a aucune naine blanche actuellement, depuis la création de l'univers, qui n'a eu le temps de se transformer en naine noire. Non, c'est exact. L'univers est âgé de 13 milliards d'années environ. Donc, non, donc, je reviens à ma question. Une naine blanche, qu'est-ce qui la stabilise? Puisqu'il n'y a plus de fusion. Qu'est-ce qui la stabilise? Oui, il n'y a plus de fusion. Elle ne s'effondre pas sur elle-même. Donc, il y a forcément quelque chose qui stabilise. Et ça ne peut pas être la fusion, finalement. Et ce n'est pas les autres étoiles, parce que c'est les mêmes échelles de temps. Tu veux dire qu'est-ce qui va contre la gravité? Voilà. C'est l'interaction électromagnétique. Les noyaux vont être positifs et vont se repousser les uns les autres. Il y a ça et il y a autre chose. Le principe exclusivement. C'est ça. Sur quelle particules? Sur les électrons. Les électrons. C'est plus technique, c'est un principe en physique quantique. C'est mon examen de maîtrise en ce moment. C'est un principe en physique quantique qui fait qu'on ne peut pas avoir deux particules au même endroit en même temps. Donc, ce que Léonic voulait nous faire dire, c'est que c'est ça qui va permettre à une naine blanche d'exister. C'est le fun, mon domaine d'étude, parce que ça permet de connecter à la fois
l'infiniment grand avec les étoiles, mais aussi l'infiniment petit avec toute la théorie quantique. J'aime ça. J'ai une question peut-être un peu naïve, mais c'est rassurant de savoir qu'il faudra attendre 12 milliards d'années avant d'avoir une nébuleuse planétaire. Non, pardon, c'est pas 12 milliards, c'est 12 milliards d'années après la création. C'est après la création du Soleil. Ouais, Mais quand même, nous, on est seulement à 4 milliards d'années, n'est-ce pas? ouais. J'ai bien compris. Ouais, Donc, ça alors, fait- temps. L'être humain est apparu il y a 2 millions, 5 millions d'années peut-être? Oui, 5 oui. millions d'années. Mais par rapport, je veux dire, proportionnellement. Entre-temps, puisque la boule de feu va s'élargir, le petit noyau va se rétracter, là, d'après ce que j'ai bien compris, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va, ça va s'élargir progressivement? Comment ça va? Oui, là, voilà. Mais- C'est une- Cette réaction-là ici? C'est ça. Est-ce que ça se fait progressivement? Euh, Le Soleil va arrêter sa fusion lorsqu'il va être, la fusion d'hydrogène lorsqu'il va être âgé de 10 milliards d'années. Et on va observer la phase finale d'une géante rouge lorsqu'il va être âgé de 12 milliards d'années. Je pense qu'il y a quand même un laps de temps entre le moment où le Soleil arrête sa fusion et où il devient vraiment une géante rouge au stade final. Alors la question c'est, est-ce que ça c'est chaud? Est-ce que tout ça, parce que il y a le centre, mais ce qu'on projette, ça va devenir une boule rouge qui va être énorme, qui va grandir et remplir l'atmosphère. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça va être très chaud? C'est moins chaud que le Soleil C'est moins chaud. actuel. Le cœur, par contre, va être beaucoup plus chaud, mais les couches externes vont être moins chaudes. Oh. C'est la raison pour laquelle ça va devenir rouge. Ben, on dit moins chaud, c'est que ça reste. Ouais, ça reste. Ah ouais. On va passer de 6000 degrés Kelvin à 2000 Kelvin. Ouais. Donc, Ah pour oui. la Terre, ça peut. Oui, parce que ça, parce que surtout si ça se rapproche de la Terre, ça veut dire que ça va être des températures, enfin, ça risque de faire beaucoup de la Terre. Ouais, exact. Ça va être englobé dans l'atmosphère stellaire. Ouais. Et donc, on peut imaginer une explosion ou la fin de la vie sur Terre. Ouais, j'imagine que la fin de la vie sur Terre va se produire avant le. Oui, sûrement. Oui, intéressant. Intéressant. Oui, j'ai une question d'histoire et de relativité en même temps. Une question que j'ai posée à plusieurs ici, mais il n'y en a jamais un qui a été capable de me répondre. Mais pas les J'ai jamais posé. Je la pose à toi. Ou à vous deux. Donc, on dit que vous nous avez montré dans la présentation, le Soleil a commencé à se former quelque chose comme 10 milliards d'années après la création de l'univers, grosso modo. Donc là, le Soleil en ce moment a 4,6 milliards d'années et l'univers a environ 13 milliards d'années. Donc, environ 8 milliards d'années après la création de l'univers, le Soleil a commencé à se former. Exact. Donc, une année, on définit ça comme étant l'évolution de la Terre autour du Soleil. Exact. Avant que le Soleil n'existe, avant que la Terre n'existe, comment est-ce qu'on mesure une année? Le temps reste. Mais est-ce que le temps reste? Le temps est aussi relatif. Non, ça dépend de la gravité. Ouais, mais là, ouais, c'est vrai. Mais, Ça veut dire quoi, finalement, 8 milliards d'années avant que le Soleil n'existe? mais en année solaire, on continue de garder les. Là, je parle à travers mon chapeau, mais je peux te dire. Non, mais je pense qu'il y a des questions. Il y a des réactions dans les atomes qui se produisent en un laps de temps donné. Par exemple, on a des éléments radioactifs qui vont émettre des radiations pour devenir d'autres éléments en un certain laps de temps. Ce laps de temps-là va être le même, peu importe où tu te trouves dans le temps.
si tu n'es pas trop proche d'un trou noir ou une étoile massive. Ce laps de temps entre le moment où le noyau va devenir un autre noyau va toujours être le même, peu importe si le Soleil existe, peu importe si tu es au début, dans le premier milliard d'années de l'univers. Ce laps de temps-là va toujours être le même. Puis, ce laps de temps-là, tu peux le calculer en secondes, tu peux le calculer en années, il va toujours être le même. C'est de ça qu'on parle. Puis c'est des années, etc. D'accord. Ça, en tant que chimiste, ça, je comprends très bien l'explication. Merci. Hein, tu avais une question? Non, j'avais posé la question de si c'était chaud. Moi, je voulais savoir s'il y avait en ligne, si vous avez des questions. Ah oui, en ligne, est-ce que vous avez des questions? Il y a un commentaire. Ouais, j'ai peut-être- Ah, un commentaire? On va... Oui, c'est bon, on peut plus le voir. Et l'expérience de... Oui, un commentaire. Dans le chat. Ah, ah oui, c'est encore. Oui. Il y en a même deux. Ah non, il y en a Croyez-vous aux extraterrestres, aliens, UFO? Bien sûr, comme Paul l'a dit, le Soleil, c'est une étoile parmi des milliards. Pourquoi ne pas s'attendre à ce qu'il y ait des extraterrestres ailleurs? Et de là à avoir des extraterrestres qui nous visitent, ça, je suis un peu moins sûr. Avec des ovnis, je suis un peu moins sûr. Mais même les scientifiques, dans des scientifiques qui sont très brillants dans le temps, il y en a eu qui ont cru à l'apparition de la Minnesota à cause des extraterrestres ou pas. On n'a pas de preuves pour. En ce moment, on n'a pas de preuves pour affirmer à 100% que la vie terrestre est apparue comme je l'ai présenté dans ma présentation. Mais tout porte à croire que c'est le cas. Il y a des esprits très brillants qui ont cru le contraire. Mais la vie extraterrestre, moi, j'y crois très fort. Des visites extraterrestres, j'y crois moins. Je vais vous avouer. Évolution versus création. Moi, je pense, je suis pas vraiment chrétien. Moi, je crois à l'évolution. Je ne suis pas non plus biologiste, mais en tant que scientifique, on est plus porté vers la théorie de l'évolution. Et si on regarde ce qui se si on regarde les preuves avec le Soleil, ce qu'on voit dans le Soleil, ce qu'on voit sur la Terre, c'est des assez bonnes preuves des théories développées. Et nos thèses de maîtrise portent sur ces théories, donc ça serait bizarre qu'on n'y croit pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en ligne? Une question en ça. Oui. Les 4 états de la matière, Ouais. celui lequel gaz. Il y en a d'autres que 4, mais dans. Ah, ben c'est justement, Ouais. je me demandais si on continue de chauffer davantage le plasma, est-ce qu'il y a d'autres états de la matière, par exemple, que les neutrons, les protons, Un trou noir, c'est pas vraiment dans la matière, mais c'est quelque chose d'autre qu'on ne peut pas vraiment représenter. C'est tellement dense que c'est même plus rendu du plasma. C'est même la théorie de l'infiniment petit qu'on a développée. Il n'est pas vraiment capable de décrire l'intérieur d'un trou noir. Il y en a d'autres. Même les étoiles à neutrons que Paul étudie, ils développent. Et on peut dire que tu développes un modèle qui explique la matière ultra dense, qui est plus dense que le Soleil, que les solides encore. qui viole le principe de Pauli. Oui, même le principe d'exclusion de Pauli. Non, excuse-moi. Je pense qu'il tient encore le principe d'exclusion de Pauli dans les étoiles. C'est dans les trous noirs qui tient. Donc, dans les naines blanches, c'est le principe d'exclusion de Pauli est là pour les électrons, tandis que dans les étoiles à neutrons, le principe d'exclusion de Pauli est là pour les protons. Et neutrons. Une étoile à neutrons, il y en a plein de droits.
Une neutrons ne peuvent pas tous occuper le même espace. Non, c'est ça. Et puis, aussi, si on chauffe le plasma, est-ce qu'il peut y avoir des effets dans les forces nucléaires du noyau? C'est ça, je suis pas sûr. Parce que là, on ionise l'atome en le chauffant, on fait du plasma. Mais là, la prochaine étape, ça serait de séparer les particules qui sont dans le noyau. J'ai des expériences au CERN sur les plasmas de quark et de gluons, c'est des expériences de plomb où il y a des atomes de plomb qui accélèrent très fort. Ouais. 7,5 TeV par nucléon. Ouais, mais là, ils collisionnent. Est-ce qu'ils peuvent le faire tout seul sans qu'il y ait il y a des théories qui disent que au cœur des étoiles à neutrons, justement, c'est plus des neutrons indépendants, c'est un plasma de quark. Donc, oui, c'est intéressant aussi parce que tous les gros accélérateurs de particules qu'on construit dans le monde, on pense au CERN, on pense aussi à Triumph ici au Canada. Un des buts de ces accélérateurs de particules-là, c'est de recréer les conditions qu'on observe dans des étoiles à des années-lumière d'ici. C'est vraiment cool. Et est-ce que tout ce qu'on découvre là, ça nous aide disons, à faire des progrès sur Terre, au niveau de la technologie, par exemple? C'est juste pour donner l'exemple de la fusion nucléaire. C'est un concept qui a été découvert dans le Soleil, mais qu'on essaye de reproduire sur Terre pour produire de l'énergie qui serait propre et qui serait efficace et qui serait, dans le fond, le mode de production d'énergie miracle. Si un jour on y arrive, il y a des réacteurs, surtout un gros réacteur qui se construit à Cadarache, dans le sud de la France en ce moment, qui vise à prouver qu'on peut faire de la fusion nucléaire de manière Contrôlée. Contrôlée, oui, mais Utilisable. ouais. Et ouais, les mecs peuvent en parler plus, il va aller travailler à côté de cette centrale l'année prochaine. Oui, bon, ça, la fusion, c'est une application physique des plasmas qui est assez à la mode, presque pour revenir des applications tous les jours à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Les scanners, tout ce qui est radio, l'IRM. On revenir juste à la physique des particules, tout ce qui est scanner, machine à rayons X, cyclotron pour faire des détails radioactifs, le CLS à côté, qui est le médical pour faire la magie, tout ça, à l'origine, c'est physique des particules. Et il y a une physique qui s'intéresse principalement à ça, la physique avec des applications médicales, qui est la physique médicale. Donc, il peut y avoir de l'imagerie, il peut y avoir du traitement de cancer. C'est vraiment une science riche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Ben, je pense qu'il ne nous reste qu'à remercier. Hein? Non, mais conclure la boucle. Mais d'abord, vous remercier. D'abord, peut-être remercier nos conférenciers d'être venus, de nous avoir présenté donc, cette présentation intéressante sur le Soleil, l'histoire, comment est-ce que c'était il y a je ne sais pas combien d'années, puis combien ce sera dans je ne sais pas combien d'années, enfin, dans des milliards d'années. Merci, Paul, de t'être déplacé en Saskatchewan. Tu as choisi le temps, il fait très froid, mais bon. Il fallait qu'ils connaissent l'hiver. Il fallait qu'ils connaissent l'hiver. Voilà. En tout cas, merci. On peut quand même vous applaudir. Et puis ensuite, j'ai gardé la Merci à la classe de nous avoir permis de faire une conférence ensemble. Je ne sais pas si ça va arriver de nouveau, mais au moins, on va pouvoir c'est quelque chose ensemble. Tout à fait. Et puis de travailler avec une autre classe ou de faire des conférences communes ou alors rendre nos conférences accessibles. C'est-à-dire, quand on a une conférence ici, de la rendre accessible à Toronto ou vice-versa. Ça, ce serait très utile. J'en ai parlé. À la classe Toronto, on a encore beaucoup de travail à faire parce que notre classe n'est pas encore établie, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire à court et moyen terme. C'est ça.